Depuis toujours en politique, j'ai l'impression qu'on nous parle de crise, de dette et de crise de la dette. La dette mondiale s'élève à 200 000 milliards d'euros, c'est-à-dire 286% de la richesse planétaire. Vous vous dites que ça n'a aucun sens, pourtant cette dette elle est bien réelle. Chaque année, nous payons collectivement des centaines de milliards d'euros d'intérêts dans tous les pays du monde. Pour prendre l'exemple de la France, chaque année, la France paye en intérêt uniquement, c'est-à-dire la charge de la dette, environ 40 milliards d'euros. Or, l'impôt sur le revenu rapporte quant à lui environ 40 milliards d'euros, ce qui veut dire que les classes moyennes payent chaque année environ 40 milliards d'euros pour rembourser les intérêts de la dette française. Mais laissons tout ça de côté pour l'instant, on y reviendra plus tard. On va d'abord essayer de comprendre pourquoi, historiquement, la querelle autour de la dette a été aussi importante, que ce soit dans la Mésopotamie antique, dans la Chine des empereurs, dans l'Empire romain, dans l'Irlande médiévale ou dans la crise de la zone euro actuelle, la dette joue un rôle central. Et vous allez voir que comprendre la dette, ça nous aide à comprendre tout un tas de choses. La dette, l'argent certes, mais aussi l'esclavage, la guerre, l'origine du mot pactole et tout un tas d'autres trucs super sympas. Pour cette traversée, je vais m'appuyer sur un livre, Dette 5000 ans d'histoire de David Graeber, paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Ce livre de David Graeber nous raconte une histoire de la dette qui est aussi celle de l'humanité, de l'invention de l'écriture en Mésopotamie à la crise des subprimes en passant par l'histoire des empires chinois. Dette 5000 ans d'histoire est un tour du monde historique, anthropologique et politique absolument passionnant. Si les questions de monnaie vous intéressent, c'est une lecture précieuse. Quand on se pose la question de ce qui existait avant l'argent, la plupart des gens répondent le troc. C'est une idée popularisée par Adam Smith dans son livre La richesse des nations. Adam Smith, c'est le père de la pensée économique moderne, et dans ce livre, il imaginait une société primitive dans laquelle, dépourvue de monnaie pour échanger, les humains échangeaient un bien contre un autre. C'est ce qu'on appelle le troc. Sauf que dans la réalité, le troc, c'est très compliqué. Il faut trouver quelqu'un qui a ce que l'on désire et qui est prêt à l'échanger. C'est ce qu'on appelle la double coïncidence des besoins, et dans les faits, c'est assez rare. C'est pour ça, selon Smith, que l'être humain a inventé la monnaie. Le troc, c'est pas pratique du tout, alors que la monnaie, c'est quand même beaucoup plus simple pour échanger des biens directement, et tout le monde est d'accord, donc c'est vraiment formidable. Le problème, c'est que cette théorie que l'on retrouve encore aujourd'hui dans beaucoup de manuels d'économie a tout d'une fable. Pour commencer, aucun historien ou anthropologue n'a jamais prouvé l'existence de tels systèmes de troc à grande échelle. Tout simplement parce que dans une société où il y a une faible division du travail, il n'y a pas d'échange marchand au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Dans ces cultures, l'échange d'objets et toutes les interactions sociales qu'il implique vont bien au-delà du simple échange marchand. Dans son essai sur le don, Marcel Mauss analyse ces types d'échanges sociaux. Et ces constatations contredisent totalement le postulat d'Adam Smith et de l'école économique moderne. Dans son essai sur le don, Marcel Mauss reprend le terme de potlatch pour définir ces événements politiques, sociaux et culturels que sont ces cérémonies d'échange d'objets. Il prend l'exemple de la Mélanésie, dans laquelle ces cérémonies sont organisées pour encadrer les rites funéraires, les naissances d'enfants ou l'atteinte de la puberté. Tous les moments importants sont marqués par ces cérémonies d'échange. Et il s'agit moins d'échanges commerciaux que de véritables relations sociales complexes, d'un jeu où l'on rivalise de générosité. Et le gagnant de ce jeu est le plus souvent le plus soucieux du besoin des autres et le plus généreux. Et ça existe encore aujourd'hui. Essayez par exemple de payer un café en Corse. Ce que peut provoquer la vue d'un ticket d'addition à une table de Corse, on le voit que chez nous. Francis, Francis, allez, Bernard, je te jure, je te fracasse la tête, Bernard, Francis, arrête, hein, ça me fait plaisir, Francis. Écoute-moi, tu encaisses, je t'ouvre là, t'as compris? On se bat pour payer, c'est culturel. Recevoir, donner et rendre, c'est appartenir à la cité. Se faire des relations, des amis, donner et recevoir, c'est exister dans sa société. Et c'est loin d'être nouveau, c'est même la forme d'échange la plus ancienne que l'on connaisse. La vision économiciste du monde, utilitariste, qui voit en l'être humain un être centré sur ses propres besoins et intérêts, n'a plus de sens à la lumière des éléments apportés par Marcel Mauss. L'être humain ne se soucie pas seulement de lui-même,
Ces exemples le montrent bien et il est très probable que les premiers hommes s'organisaient ainsi. Alors tout cela est très intéressant, mais en quoi cela nous aide-t-il à comprendre les origines de l'argent et surtout de la dette? Eh bien il est à peu près sûr que l'argent tel que nous le connaissons aujourd'hui n'est pas né spontanément comme le croyait Smith dans les villages de chasseurs-cueilleurs. L'argent apparaît plus tard, avec les premiers empires, les premiers souverains, les premières lois et donc le premier État. Dans le livre 1 de la politique, Aristote donne une définition de l'argent qui est toujours communément acceptée aujourd'hui. D'abord, l'argent est un moyen d'échange. Il permet de se procurer des biens, je pense que jusque-là, il n'y a aucun problème. Deuxième qualité de l'argent est une unité de compte, comme la minute ou le gramme. Il permet de mesurer la valeur monétaire d'un bien. Enfin, la troisième qualité qu'Aristote prête à l'argent, c'est celle d'être une réserve de valeur. On peut garder l'argent, le conserver pour lui-même et le dépenser plus tard. Ces trois qualités de l'argent, j'imagine, sont assez claires pour tout le monde. Mais en quoi l'argent est-il une dette? Selon l'économiste allemand Georg Friedrich Knapp, personne n'a jamais touché $1, pas plus qu'on ne touche une année ou un litre. Prenez un billet de 10 euros. Tout ce que vous pouvez toucher, c'est un papier qui est une promesse que vous pourrez l'échanger contre un bien d'une valeur de 10 euros. Et cette promesse n'est rien d'autre qu'une dette. C'est très important de comprendre ça. Pour les théoriciens du crédit comme Knapp, la monnaie n'est pas une richesse, c'est une promesse de richesse. Et cette promesse de richesse, cette dette donc, est toujours garantie par l'État. Selon John Maynard Keynes, économiste majeur du XXe siècle, c'est l'État qui garantit la monnaie, ce qui sera acceptable ou non comme moyen de paiement, et surtout pour payer les impôts. C'est donc lui qui définit ce qu'est l'argent. Et selon John Maynard Keynes, quelles qu'aient été les origines de la monnaie ces 5000 dernières années, elle est toujours un enfant de l'État. Et ça, on le constate déjà dans la Mésopotamie antique. 4000 ans avant Jésus-Christ, dans ce qui est le berceau de la civilisation helléno-judéo-chrétienne, puisqu'elle a touché à la fois les Juifs, les Grecs et les chrétiens, que sont apparus les tout premiers systèmes de crédit. Selon nos connaissances actuelles, c'est en Mésopotamie antique qu'a été inventée l'écriture. C'est donc le début officiel de l'histoire. Et on se rend compte qu'ils n'ont pas perdu beaucoup de temps, puisque la plupart de ces documents, qui sont donc les premiers documents écrits connus, sont en réalité des documents comptables. On réalise que les Mésopotamiens avaient déjà inventé tout un éventail d'instruments de crédit et que l'activité bancaire était déjà très importante. Pourtant, la monnaie telle que nous la connaissons actuellement n'existait pas encore, elle ne sera inventée que 20 siècles plus tard. Les Mésopotamiens antiques utilisaient déjà la sicle d'argent ou shekel comme unité de mesure basée sur le grain. À cette époque, la Mésopotamie s'organisait autour de terres agricoles, de temples et d'un palais où vivait le monarque et sa famille. Les temples étaient en réalité des marchés, et les prêtres s'occupaient autant de religion que de comptabilité et d'activités bancaires, pourrions-nous dire aujourd'hui. L'économie, principalement agricole, fonctionnait sur un système de crédit et de redistribution, et les lingots d'or et d'argent servaient sans doute à assurer les crédits faits aux marchands et aux paysans. Et à part les familles les plus riches et les prêtres, personne n'avait accès à ces objets précieux. Ils n'étaient pas une monnaie au sens où l'entend la science économique aujourd'hui. Ces trésors incroyables étaient accumulés pour asseoir le pouvoir et le prestige du souverain et de ses prêtres banquiers. Et encore une fois, seule une toute petite caste, une toute petite élite avait accès à ces trésors incroyables pour échanger, spéculer et s'enrichir. La plupart des gens, paysans ou marchands, étaient obligés de s'endetter pour travailler et survivre, et ces emprunts aboutissaient très souvent à l'esclavage. C'est là sans doute la première fois qu'émerge dans l'histoire de l'humanité un authentique système de crédit avec intérêt, intérêt composé, et le corollaire le plus mortifère de ces pratiques de crédit, la mise en esclavage forcé. Tout le monde sait que beaucoup de gens étaient esclaves à l'époque antique. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'une des causes de cet esclavage massif était très souvent la dette. À l'époque antique, si vous étiez né pauvre, il y avait de fortes chances que vous finissiez esclave. Pour prendre l'exemple de la Mésopotamie antique, un paysan pauvre n'ayant que ses bras pour travailler
empruntait souvent le grain et les bêtes à un riche propriétaire, qui lui demandait en échange un tiers de ses récoltes plus intérêt, évidemment. Si la récolte était bonne, il nourrissait sa famille et remboursait son prêt. Mais si la récolte était mauvaise, il ne pouvait pas rembourser, et il y avait de fortes chances qu'il finisse esclave à son tour. Pour les femmes, c'est évidemment encore pire, puisqu'elles pouvaient servir à rembourser les dettes de leurs frères, de leur père, et finissaient esclavagisées de force, asservies à un riche propriétaire. À Athènes, on considérait même que devenir esclave, c'était très grave, certes, mais c'était un risque à prendre. La vie était comme ça, quoi. J'ai pas pu rembourser mon dernier crédit. Et là, le patron qui se pointe chez moi, qui me dit « Oui, j'en ai rien à foutre du mauvais temps, j'en ai rien à foutre des mauvaises récoltes. Moi, tout ce que je sais, c'est être payé. » Tu serais le patron. Du coup, moi, je lui dis « Mais patron, j'ai même pas de quoi nourrir ma famille. » Et lui, il me répond Bah, puisque c'est comme ça, je vais prendre ta fille et elle travaillera pour moi jusqu'à ce que t'aies fini de me rembourser. » Tu sais, ils sont comme ça, les patrons, hein. Bah oui, mais elle a 6 ans et demi, la gamine. Elle a jamais labouré un champ de sa vie. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas vraiment faire autrement, donc voilà, c'est... Oui, mais c'est pas tout. Il revient hier. Et là, il me dit ta fille, elle vaut pas un clou. Elle bosse mal. Toi, tu m'as toujours pas remboursé. Du coup, je vais prendre ton chiard. Alors t'imagines bien le petit Joshua, il entend ça. Il saute par la fenêtre et il se barre en courant. Et là, ils l'ont retrouvé, ces salauds. Et ils me l'ont tué. Et ils me l'ont tué. À coups de briques. Non, ça c'est quand même pas des manières. Ils sont venus et ils ont vidé ma maison. Et là, j'ai jusqu'à la fin de la semaine pour pouvoir payer ma dette. Sinon... Sinon, Bah sinon, je suis dans la merde. Je vais devoir travailler pour lui jusqu'à la fin de mes jours. ouais, mais bon, tu sais ce qu'on dit, hein. Qui paye ses dettes s'enrichit, les bons comptes font les bons amis. Et d'ailleurs, pour le pinard, là, tu comptes régler comment? Bah, tu fais crédit. L'autre façon de devenir esclave, c'était par la guerre. Le principe est simple. Une personne faite prisonnière par un chef de guerre lui est éternellement redevable. En effet, le conquérant aurait pu choisir de la tuer, or il l'épargne. Elle lui est donc éternellement redevable. C'était en tout cas la logique de l'époque. Et pendant des siècles, des générations entières ont ainsi été jetées dans l'esclavage par la force et la dette. Évidemment, ces conditions de vie épouvantables ont eu des conséquences. Il y a eu des troubles sociaux, comme on dirait aujourd'hui. Ça voulait dire grève collective, révolte paysanne et répression ultra-violente. Selon Graeber, le programme politique de ces révoltes d'esclaves à l'époque était déjà l'annulation de toutes les dettes et la redistribution de toutes les terres. On comprend bien que dans l'Antiquité, l'abolition des dettes et la redistribution des richesses, des terres et du travail, c'est déjà la première préoccupation politique. En Mésopotamie antique, le roi Hammurabi a établi un grand royaume en 1700 avant Jésus-Christ. Son règne est relativement mal connu, mais quelque chose de très important nous est parvenu. Le Code de Hammurabi, un ensemble de lois gravées sur une stèle qui est en réalité le plus ancien code législatif connu. La stèle du Code de Hammurabi est aujourd'hui exposée au Louvre. Et ce qui est intéressant dans le texte de cette stèle, c'est qu'elle nous montre que Hammurabi, et sans doute d'autres souverains babyloniens avant lui, avaient très bien compris que les dettes n'ont pas toujours vocation à être remboursées. On retrouve notamment sur cette stèle de nombreuses lois qui avaient pour but de réguler les pratiques de crédit et l'esclavage pour dette qui en résultaient souvent. Au nom de la justice royale et de la défense de la veuve et de l'orphelin, les dettes étaient très souvent annulées en cas d'inondation par exemple. On sait aussi de sources sûres que de très nombreuses rémissions de dettes ont eu lieu pendant son règne. Et on peut être certain que son règne n'aurait sans doute pas duré aussi longtemps s'il ne l'avait pas fait. Car comment conquérir et étendre son royaume si la plupart de vos citoyens sont des esclaves pour dette? Et comment mieux asseoir son pouvoir sur un nouveau territoire qu'en annulant la dette des vaincus? Un autre exemple, très célèbre lui aussi, est la fameuse pierre de Rosette qui a permis aux égyptologues de commencer à déchiffrer les hiéroglyphes.
Ce que l'on sait moins, c'est que ce fameux texte, reproduit 3 fois en 3 langues sur la pierre, est le décret royal annonçant une remise de dette aux agriculteurs. Que le roi Ptolémée, le vivant à jamais, a délivré aux revenus des temples de l'argent et du maïs, et a entrepris beaucoup de dépenses pour la prospérité de l'Égypte et le maintien des temples, et a été généreux envers tous sur ses propres ressources, et les a exemptés de quelques-uns des revenus et impôts levés en Égypte, et en a allégé d'autres, afin que ces gens et tous les autres puissent être dans la prospérité pendant son règne, et qu'il a effacé les dettes envers la couronne pour de nombreux Égyptiens et pour le reste du royaume. La logique de l'asservissement pour dette est aussi vieille que les pyramides, et les dominants, les plus riches, ont toujours su utiliser la dette pour asseoir leur pouvoir, et leurs successeurs, l'annulation de cette même dette pour asseoir un pouvoir nouveau. En fait, les choses n'ont pas réellement changé. Graeber dit souvent que si Aristote revenait aujourd'hui, et qu'on lui montrait le système dans lequel nous vivons, les gens qui s'endettent pour consommer et travaillent pour rembourser, eh bien ils ne verraient pas forcément la différence entre le marché aux esclaves et le marché du travail, entre des gens qui louent leur force de travail à un patron et ceux qui, il y a quelques milliers d'années, étaient asservis de force. Et ce n'est qu'ensuite que la monnaie apparaît. Dans un âge où les cités-États cherchent à s'étendre, où les premiers conquérants prennent le glaive, une époque où sont nés les prophètes, philosophes et penseurs que nous considérons toujours aujourd'hui comme les fondateurs de notre civilisation. L'âge axial ou période axiale a été défini par le philosophe allemand Karl Jaspers. Elle voit naître entre autres Zoroastre, Confucius, les Upanishads qui sont la base de l'hindouisme moderne, et bien d'autres. Pour Jaspers, cette période est suivie par un âge spirituel qui voit naître et s'étendre les grands monothéismes. Dans son livre Dette, 5000 ans d'histoire, David Graeber fusionne ces deux périodes pour n'en créer qu'une, et on a ainsi sous les yeux une période historique extraordinaire qui voit naître des génies littéraires comme Ésope ou Homère, les figures prophétiques d'Isaïe, de Jésus, de Mahomet, le Bouddha, les premières grandes conquêtes d'Alexandre, puis de César, et même de Attila le Hun. En fait, la quasi-totalité des religions actuelles sont nées à un moment ou à un autre de cette période charnière d'un millénaire et demi. Le zoroastrisme, le confucianisme, le bouddhisme, le jaïnisme, le judaïsme prophétique, le christianisme et l'islam sont toutes nées à un moment ou à un autre de cette période où le déploiement d'une violence militaire et économique sans précédent engendre des dizaines d'écoles de pensée d'une créativité intellectuelle incroyable. Graeber avance que ce déchaînement de violence militaire et ce foisonnement intellectuel ont un point commun, l'apparition de la monnaie. La monnaie au sens où l'entendons aujourd'hui est apparue environ au 5e siècle avant Jésus-Christ, partout dans le monde, à peu près au même moment, ce qui est d'ailleurs toujours un mystère à l'heure actuelle. Pour l'Europe, c'est dans la petite ville de Lydie que l'on place les origines de la monnaie, dans la Turquie actuelle. Près de cette petite ville coule une rivière, le Pactol. Selon les sources de l'époque, le Pactol charrie des flots d'or et d'argent. Et pour l'histoire officielle, c'est là que les premières monnaies sont nées, à partir des galets d'électrum, un alliage d'or et d'argent charrié par cette rivière Pactol. Selon la légende, le roi Midas avait fait le vœu auprès du dieu Dionysos de transformer en or tout ce qu'il touchait. Ici représenté par Walt Disney en 1935, on voit le roi Midas d'abord satisfait de son nouveau pouvoir. Mais il se trouve bien dépourvu quand il essaye de manger et que sa nourriture se change à son tour en or. Midas retourne donc voir Dionysos, qui lui dit d'aller se laver la tête dans la source du Pactol, ce qui expliquerait la présence abondante de paillettes d'or et d'argent dans la rivière. On retrouve aussi en Lydie, près du fleuve Pactol, la figure légendaire du roi Crésus. Crésus est un roi bling-bling, il a tout pour pimper, une armée d'esclaves gigantesque, et une fortune colossale. Wikipédia, qui cite Hérodote, nous informe que le roi Crésus a fait don de. Il offrit 3000 têtes de bétail, des lits recouverts de lames d'or, des coupes d'or, des vêtements teints de pourpre, 100 briques en or pur, 2 grands bassins pour mélanger l'eau et le vin en argent et en or, 40 barils d'argent, une statue de sa boulangère également en or, les bijoux de son épouse, et enfin un lion tout en or. Oui, une statue de sa boulangère, en or,
et les bijoux de sa femme. J'avais pas dit bling bling pour rien. Malgré toutes ces offrandes, l'oracle de Delphes prédit à Crésus qu'il va détruire un grand empire, sans lui préciser qu'il s'agit du sien. Au-delà des anecdotes bling bling, le cas Crésus dit quelque chose d'intéressant sur la dynamique de cet âge axial. Le problème avec l'ordre ancien, fait d'un système de crédit prédateur largement validé par l'État, d'esclavage des masses pour dette usuraire et d'annulation royale quand ça commence à trop chauffer, c'est qu'il produit une classe d'ultra riches qui possède littéralement une autre classe de la population et la réduit en esclavage. Et une classe d'esclaves écrasés par le travail, ça ne fait pas une bonne armée, ça fait même une armée de merde. Pour être un bon soldat, il faut être plus ou moins libre, avoir au moins l'illusion d'avoir un intérêt à verser son sang pour un souverain. Ces temps étaient extrêmement violents, et quand un chef de guerre rival débarquait aux portes de la ville en promettant de faire libérer tout le monde, il trouvait d'un coup un contingent de soldats tout disposés à l'aider dans ses projets de conquête. Pour Graeber, la monnaie est née en réponse à ces crises de dette récurrentes. Plutôt que d'annuler les dettes, l'État va décider de frapper sa propre monnaie et que le peuple devra lui en rendre un peu. Ça peut paraître idiot à première vue, mais c'est comme ça que s'est développé l'usage des premières pièces de monnaie. Un exemple simple est celui des grands conquérants. Comment Alexandre le Grand pouvait-il faire pour nourrir une armée de 200 000 hommes ? Il lui fallait au moins 100 000 hommes pour acheminer et préparer la nourriture, ce qui était très compliqué. Alors que si on force le peuple à accepter ces pièces de monnaie en échange de biens, eh bien l'armée d'Alexandre peut alors aller se fournir directement auprès des familles de paysans. Et pour bien s'assurer que le peuple va utiliser ces nouvelles pièces de monnaie, eh bien on va créer un impôt payable sous peine de mort uniquement dans cette monnaie. Avec son armée de mercenaires grassement nourris, l'État entre donc en guerre avec un autre État. Ensuite, c'est toujours la même rengaine. La ville vaincue est pillée, ses habitants sont réduits en esclavage, les soldats sont payés avec une fraction du butin, et le reste sert à rembourser les financiers, acquérir de nouveaux chevaux, de nouvelles armes, former de nouveaux soldats, etc. Les esclaves sont envoyés dans des mines d'or, qui servent à faire de nouvelles pièces, qui servent à acquérir de nouveaux soldats, envahir de nouvelles villes, faire de nouveaux esclaves, etc. etc. C'est ce que Graeber appelle le complexe esclavagisto-monétaro-militaire. Alors évidemment, le trait est légèrement grossi, l'histoire réelle est plus complexe, plus subtile, plus humaine on pourrait dire, mais pas moins cruelle. Alexandre le Grand est bien connu des numismates, les collectionneurs de pièces. Il a fait frapper, durant ses conquêtes, de très nombreuses pièces à son effigie. Même des villes qu'il n'avait pas conquis mettaient son portrait sur leurs pièces. Et on a continué à frapper des Alexandres d'argent plus d'un siècle après sa mort. Une monnaie qui inspire la confiance et la terreur, qui est reconnue et acceptée par tous, demeure une arme de conquête jamais égalée. On le sait un peu moins, mais c'est aussi Alexandre le Grand qui a vidé les temples babyloniens, vous savez, les fameux trésors dont on parlait tout à l'heure. Lors de sa conquête, il aurait, selon Graeber, déthésaurisé près de 200 milliards de dollars actuels. La cité antique de Athènes doit sa réputation en partie grâce aux mines du Laurion, dans lesquelles des milliers d'esclaves ont travaillé pendant des années pour extraire de l'argent au profit des plus fortunés Athéniens et assouvir leur désir de conquête. Les esclaves, ou barbares, étaient exploités dans des conditions abominables, mais l'argent, lui, coulait à flot. Cette stratégie hypermatérialiste de la guerre pour l'or, l'argent et la gloire va avoir pour conséquence l'émergence d'un tas de mouvances politiques, culturelles et spirituelles. En réaction à cet âge de violence et d'oppression, des dizaines d'écoles de pensée vont changer la donne avec leurs prophètes vagabonds, et au fil du temps être intégrés aux élites politiques du monde entier. À son apogée, l'Empire romain est, selon David Graeber, une immense machine à extraire des métaux précieux, à les transformer en pièces de monnaie et à les distribuer à l'armée tout en encourageant les populations conquises, par des politiques fiscales, à utiliser ces pièces dans leurs transactions quotidiennes. Or, c'est ce même Empire romain qui disparaîtra quelques siècles plus tard, entre autres sous la pression idéologique d'une secte religieuse au départ minoritaire, le christianisme. Mais tout ça, on en parlera dans une prochaine vidéo qui sera consacrée à la manière dont les grandes religions ont intégré la question de la dette, notamment le christianisme et l'islam. Mais cette vidéo arrivera beaucoup plus tard parce que j'ai encore beaucoup de recherches à faire sur le sujet. Évidemment, j'attends vos critiques et vos commentaires. J'ai essayé d'être le plus factuel et le plus précis possible, mais il n'est pas exclu que j'ai dit quelques bêtises, donc à vous de me corriger.
Si vous vous intéressez à la question de la dette, j'ai mis toutes mes sources dans la description, ainsi que plusieurs vidéos qui traitent des sujets que j'ai abordés dans cette vidéo si le sujet vous intéresse. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.